République démocratique du Congo accède à son indépendance. Un moment historique, un tournant très décisif, le Grand Congo devient officiellement indépendant. C'était le début d'un nouveau chapitre, rempli d'espoir. On rêvait d'un Congo grand, uni, fort, libre, où chaque citoyen pouvait vivre dans la dignité. Mais 65 ans après, où en sommes-nous? Le pays est riche, très riche, mais plus de 7 Congolais sur 10 vivent avec moins de 2 dollars par jour. L'accès aux soins, pour d'autres, c'est excessivement cher. Pour la majorité, voulais-je dire. Le social, n'en parlons pas. Et aussi, il y a un manque d'encadrement des jeunes qui, on va dire, l'encadrement des jeunes de manière générale est inexistant. Aujourd'hui, le taux de chômage est très élevé. Si même nous prenons ce que dit la Banque mondiale ici en 2025, qui est environ 8 à 10% de taux de chômage. Mais dans la vraie vie, dans la réalité, si nous sortons dans le rue de Kinshasa, dans le quartier de Kinshasa et même dans des universités, il y a des milliers d'étudiants, des milliers de jeunes diplômés qui n'ont pas de travail. Certains même n'ont jamais eu l'opportunité d'effectuer un stage professionnel dans des entreprises publiques ou privées. 65 ans plus tard. Prenons le cas de l'éducation. Pour certains, ils disent qu'il y a du progrès. Pour d'autres, il y a du progrès, mais qui n'est pas très significatif. Nous avons des milliers de jeunes aujourd'hui qui sont analphabètes. Mais nous autres, les jeunes d'aujourd'hui, nous continuons toujours d'acclamer pour les politiciens. Ils nous chantent, ils nous promettent l'avenir, le changement. Ils nous parlent de la relève des jeunes. Mais entre nous, jeunes, aujourd'hui, on doit se poser les vraies questions. Interrogeons un peu l'histoire. L'indépendance, oui, mais pour qui? Pourquoi? Et surtout, dès l'indépendance à aujourd'hui, est-ce que nous avons réellement avancé? Qu'est-ce que nous avons réellement construit? Alors qu'on dit que la jeunesse est un facteur de développement, aujourd'hui, j'ai le réel plaisir d'accueillir 4 jeunes, tous des compatriotes. Avec eux, on va essayer de poser les diagnostics, interroger l'histoire, comprendre le meilleur et le contour et ensuite proposer les solutions concrètes. Nous ne faisons pas de la politique, nous sommes venus pour analyser, réfléchir ensemble avec nos compatriotes. Messieurs, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Bonsoir. 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 Ça va? Oui, oui, ça va très bien. Alors, très heureux de nous retrouver ce soir. Après plus d'un mois, on a fait une petite pause. Nous allons célébrer d'ailleurs même nos 6 mois d'existence, le samedi 19 juillet. Je commence par Monsieur Cressin. Bienvenue dans Parlons-en Jeunes. Merci beaucoup. Je suis très content d'être ici. Très heureux. Alors, Parlons-en Jeunes, une plateforme que vous voyez de loin est aujourd'hui devenue une réalité. Quelles sont tes impressions? Bon, déjà, premièrement, je suis très content de cette initiative de Parlons en Jeunes qui regroupe principalement le jeune et qui est une initiative de la jeunesse. Ce sont vraiment des initiatives à promouvoir et à donner du tonus pour son avancement et sa prospérité. Et vraiment, j'espère que ça continuera ainsi et ça pourra toujours apporter des très bonnes choses à la jeunesse. Super. Jean-Mathieu Moulembi, le génie noir. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci beaucoup. Merci beaucoup. Très heureux de te retrouver ce soir. Nous Parlons-en Jeunes. Bien évidemment, en tout cas, le plaisir est partagé. Alors, pour la première fois que tu participes, on va dire tu m'as toujours soutenu de Bien loin évidemment. et aujourd'hui devenu une réalité. Quelles sont tes impressions? D'abord, très heureux d'être là pour discuter en tout cas avec mes frères sur un sujet très pertinent. Et concernant en tout cas les concepts, parlons-en jeunes, c'est un plaisir pour moi Très bien. d'être là devant toi. Déjà dans ce cadre qui non pas seulement parle de jeunes, Oui. mais permet également aux jeunes de donner un sens à leurs idées, également de parler en tout cas des réelles difficultés qu'on rencontre sur les marchés dans différents domaines. En tout cas, c'est un plaisir pour moi et nous allons pousser toujours de l'avant cette initiative. Merci Mathieu.
David Bassami. Mon frère Luni Mukendi. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, bonsoir mon frère. Très heureux de te retrouver ce soir. Le plaisir est partagé en tout cas. Quelle est ton impression? Parlons-en jeune, que des fois, on ne peut pas tout étaler ici, mais tu contribues activement dans cette initiative. Tout justement. En tout cas, déjà, merci pour l'invitation. Merci pour cette marque de considération portée sur ma modeste personne. Et je tiens d'abord à te féliciter premièrement pour cette belle initiative, Parlons-en jeunes. Ce concept qui donne la parole aux jeunes. La jeunesse a une voix, la jeunesse, c'est l'avenir. Et en tout cas, je n'ai qu'à te souhaiter le meilleur et de continuer dans cette belle initiative et que, pourquoi pas, que tu puisses être... Une référence pour voilà, les jeunes. tout justement. Merci beaucoup, David. Monsieur Samuel. PDG. Samuel, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci. C'est un réel plaisir de revenir encore. Oui, pour la deuxième fois. Oui, pour la deuxième fois sur le plateau. Oui. C'est pas la deuxième fois dans la vraie vie, mais sur le plateau, là, c'est la deuxième fois. Je suis très heureux et on espère que ça va très bien se passer. Quelles sont tes impressions après le tournage de notre numéro? Tu as eu des retours? Oui, il y a quand même C'est possible pour un jeune de rêver en 2025. Il y a quand même eu de retours, mais sauf qu'on doit refaire un autre numéro parce que là, on n'a pas vidé notre sac. Il y a plusieurs retours du fait qu'on doit développer encore plus le sujet. Mais là, en tout cas, ça va. Très heureux. Alors, je vous ai tous invités. C'est pour qu'on essaye d'interroger l'histoire. La RDC, le 30 juin, on a accédé à l'indépendance. On nous a raconté l'histoire. Nous connaissons l'histoire de la RDC. Mais nous connaissons aussi nos réalités actuelles. C'est que nous sommes en train de vivre, surtout la jeunesse. Le thème d'aujourd'hui ou le sujet, nous allons prendre de l'indépendance au chômage de masse. 65 ans de discours et peu d'actes. La première question, posons un peu le contexte. Beaucoup de jeunes se plaignent et se disent que non, ils sont mis à l'écart dans la prise de grandes décisions. Pourquoi la jeunesse congolaise se plaigne-t-elle? Je commence par Mathieu Moulembi. Bon, en tout cas, merci pour la question déjà et la parole aussi. Si la jeunesse aujourd'hui se plaint quand même sur ces points-là, c'est parce qu'aujourd'hui, nos gouvernants, déjà on commence par là, n'offrent pas assez d'opportunités à la jeunesse. Très bien. C'est-à-dire, aujourd'hui, il est vrai qu'un jeune peut entreprendre, mais un jeune aussi a les droits, après ses études, de se retrouver dans une société où il peut exercer ce qu'il a appris en fait. C'est ça le but d'aller à l'école. Et enfin, c'est pour finalement trouver un travail. Très bien. Mais aujourd'hui, les jeunes, après les études, ne trouvent pas de travail. Donc, ils se penchent un peu sur l'entrepreneuriat. Mais là encore, il y a des bâtons dans les roues. Vous voyez, c'est-à-dire, aujourd'hui, par exemple, en RDC, je ne crois pas, à moins que je me trompe, qu'il y ait au moins une banque qui peut financer un projet d'un jeune pour commencer son entreprise, par exemple. J'en ai pas conscience et je pense pas qu'il y a une banque comme ça qui existe au Congo. Vous voyez un peu le jeune, ça retrouve dans un cercle où ils ne peuvent pas s'en sortir d'eux-mêmes parce qu'ils n'ont pas déjà la capacité, en l'occurrence, mais l'aide également qui devait provenir ou bien venir du gouvernement n'est pas en tout cas à la hauteur de leurs besoins. De dirigeants, on va dire. Exactement. Aujourd'hui, en fait, c'est un peu ça les problèmes en fait. Il n'y a pas un tremplin pour nous pousser, en fait, pour aller de l'avant, pour avancer, pour essayer un peu de concrétiser tout ce qu'on a, tout ce qu'on a prévu, tout ce qu'on a acquis, en tout cas, pendant ces temps d'études ou voilà, ces années de réflexion. Très bien. Samuel, malgré les avancées, on va dire, politiques et institutionnelles, les jeunes se sentent toujours mis à l'écart. Quel est ton point de vue? Alors, moi, je suis du même avis que Mathieu, en tout cas. Ces sentiments-là de se sentir qu'on est à l'écart, c'est tout simplement parce qu'on ne nous donne pas l'opportunité. Lorsque on nous envoie à l'école, c'est pour qu'après, nous puissions devenir des gens utiles à la société.
Et si la même société dirigée par des personnes qui nous dirigent ne donne pas accès à mettre en pratique ce que nous avons appris à l'école, il y a vraiment un problème. Vous voyez? Donc, c'est tout à fait normal que la jeunesse se sente vraiment négligée ou mise à l'écart. Ça, c'est vraiment logique. Voyons la réalité sur terrain. Parce qu'on ne permet pas de s'exprimer. Vous voyez? Et de personnes, il y a aussi de jeunes qui ont peut-être des opportunités, mais il y a quelque chose, c'est que il y a je peux dire, il y a la prise de conscience de la jeunesse par des personnes qui sont âgées. Vous voyez? Donc, on ne nous laisse pas, même si on travaille, on ne nous laisse pas s'exprimer. C'est-à-dire que le jeune ne peut pas réfléchir. Vous voyez? Donc, je suis là comme juste une main-d'œuvre, mais je ne peux pas mettre en pratique ou exprimer mon idée de manière claire. Vous voyez? Voilà pourquoi on voit de jeunes derrière de vieux politiciens. Tout simplement, ils suivent leur courant de pensée alors qu'eux-mêmes sont allés aussi à l'école pour s'exprimer, pour dire quelque chose. Ça aussi, c'est un problème. C'est-à-dire que la vraie chose qui est là, c'est que nous, le jeune, on peut aussi revendiquer nos droits face aux personnes qui nous dirigent. Voilà. Très bien. Récent, la même Ouais. question. La jeunesse aujourd'hui a ces sentiments-là d'être écartée dans la prise de décision. Quel est ton point de vue? Bon, je dirais que ces sentiments des mises à l'écart est surtout bien réel. Nous les constatons sur une faible présence de la jeunesse dans différentes institutions décisionnelles. Très bien. Par exemple, même dans les parlements, nous pouvons constater peu de jeunes étant députés. Et, et non pas que seulement ça, même aussi dans les zones rurales. Nous constatons que la jeunesse n'est pas vraiment pris dans la prise de décision des réalités en fait rurales dans chaque quartier en fait, vous voyez. Donc, de ce fait, nous pouvons comprendre parfaitement la jeunesse nous pouvons parfaitement comprendre le fait à ce que nous nous sentons mis à l'écart et non pas seulement par notre participation dans les différentes institutions, mais aussi sur le coût de la vie. Vous voyez, en fait, sur le coût de la vie où nous essayons d'essayer de nous en sortir, mais il y a ces points, en fait, là, qui arrivent et c'est un petit peu ça, cette frustration qui naît. Donc, c'est vraiment ça. Très bien. David Bassami, voyons les enjeux ou les défis qu'il y a aujourd'hui dans notre pays. Penses-tu que le fait que la jeunesse elle est mise à l'écart n'est pas une bonne solution? D'accord, c'est une très belle question. Déjà, c'est une question assez complexe déjà et qui relève une approche multidimensionnelle. Déjà, il faut poser un cadre conceptuel, déjà par rapport au sujet. Le chômage. euh, le chômage, déjà, si on prend la définition, une définition vraiment prosaïque, le chômage représente une partie de la population active qui est à la recherche d'un emploi, mais qui ne le trouve pas. Très bien. Et vous savez que le chômage est étroitement lié à l'économie. Le chômage est l'un de 4 indicateurs clés du, du modèle macroéconomique et reflète généralement la santé économique d'un pays. Et là, c'était pour poser un peu le cadre conceptuel par rapport au terme chômage. Et il y a aussi la notion des secteurs d'activité. Nous savons tous qu'il y a 3 secteurs d'activité. Il y a le secteur, premièrement, il y a le secteur primaire lié à l'exploitation de ressources naturelles. Il y a entre autres les mines, il y a entre autres l'agriculture, il y a entre autres la pêche et tout ce qui va avec. Il y a aussi les secteurs secondaires liés à la transformation des matières premières. Il y a entre autres l'industrie manufacturielle, il y a tout ce qui va avec. Et il y a le secteur tertiaire, autrement appelé secteur de service. Et selon les études des organismes comme la Banque mondiale, déjà, euh, il y a un certain engouement
de la jeunesse vers ce secteur. Et ces secteurs se retrouvent actuellement saturés, dépassés. Et malgré ça, le système éducatif actuel continue de former, continue d'orienter la jeunesse vers ces secteurs qui semblent dépassés, euh, vu l'engouement de la population. Et je pense que l'attitude prométhéenne qu'il faudrait avoir face à ce cas de figure n'est pas d'abord de rejeter la faute au pouvoir public, premièrement, ou aux entreprises. Euh, bah, En management, il y a ce qu'on appelle, il y a un terme qu'on appelle la réinvention stratégique. Et si on introduit ces termes à la scalabilité étatique, euh, le terme qu'il faut, c'est la transformation structurelle. Très bien. Ouais. Alors, avant que nous puissions boucler ces premiers sujets, j'aimerais que tout le monde puisse participer. J'ai dit ici que voyons les enjeux. Parce qu'on va dire, depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, j'ai posé la question de savoir est-ce que le Congo, s'il faut revenir un peu, nous avons avancé ou nous avons reculé. D'abord là, et puis je vais reposer la question pour clôturer le premier sujet. Samuel, nous commençons par vous. Depuis l'indépendance Jusqu'à aujourd'hui, 65 ans après, moi je pense que pour moi, je suis vraiment un libre penseur. La seule chose que nous avons acquérie, c'est juste l'indépendance. Très bien. Parce que 65 ans après, lorsqu'on vérifie même dans les développements de l'Afrique, on voit que parmi les pays qui n'avancent pas très bien, en tout cas nous sommes parmi ces pays-là, donc les avancées, si il y en a, parce que voilà quand même, mais la plus grande chose que moi je peux dire, c'est juste l'indépendance que nous avons ici. Mais c'est juste l'indépendance. Non, de manière globale en tout cas, c'est juste l'indépendance parce qu'on est libre de faire ce qu'on veut de manière générale, ce que nous voyons, mais en quelque sorte, nous sommes encore dépendants. Très bien. Dans plusieurs secteurs de la vie, nous sommes encore dépendants. Il n'y a pas la production locale. Tout ce que nous faisons, c'est prendre des choses qui viennent de l'extérieur. Donc, il y a plusieurs choses en tout cas. C'est-à-dire que de manière générale, moi, selon moi en tout cas, c'est juste l'indépendance, la liberté que nous pensons avoir. À part ça, sincèrement, il n'y a pas vraiment des avancées significatives. Très bien. Jean-Mathieu, 1960 jusqu'à aujourd'hui, y a-t-il vraiment des avancées? Des avancées, certes, il y en a parce que la technologie a avancé, on a dû en fait faire avec. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que nous sommes là où nous étions en 1960, certes, mais la vraie question, c'est en fait, est-ce que nous sommes réellement en fait indépendants dans, dans tous les domaines? C'est-à-dire dans toutes les facettes, quoi, je veux dire. Oui, nous avons l'indépendance, les belles sont parties, mais après, avancer dans le sens où développement du pays, des infrastructures, tout ça, il y en a eu, mais en tout cas, ça n'a pas trop d'impact, en tout cas, par rapport à ce que nous devions, en tout cas, nous, comme population, entendre de nos gouvernements pendant toutes ces années-là. Très bien. Donc, Christian? Bon, j'entends très bien la question sur si le pays a eu avancé ou soit il y a eu un recul. Je pense que ça serait trop facile de dire que on a avancé, on a reculé. C'est vraiment très facile de répondre ainsi. Ce que je dirais est que la question n'est pas tant sur l'indépendance, mais sur le développement du pays. Sur la question du développement, sur le sujet du développement du pays, je dirais que le projet et les différentes actions qui ont été entreprises du temps de nos aïeux jusqu'à aujourd'hui ont été faits. Il y en a certains qui ont été faits, il y en a d'autres qui sont en train d'être faits, il y en a d'autres qui sont en cours d'être faits. Et seulement que nous constatons que les promesses et les réalisations, en fait, et les résultats, et il y a en fait des phasages entre les deux. Vous voyez, en fait, on peut nous promettre à ce que tel projet va nous rapporter, mais au final, le peuple pâtit.
le peuple ne profite pas en fait à toutes ces infrastructures, à tous ces projets qui sont mis en œuvre par les gouvernements congolais. Donc, moi, je pense par contre, on doit ici voir le Congo en vue panoramique. Et là, vous êtes en train de les résumer sur un seul projet. Alors, moi, je parle de manière globale. Le Congo, je prends directement David. Quand tu vois le Congo aujourd'hui, y a-t-il des avancées depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui? D'accord, d'accord. En fait, je vais rejoindre la rhétorique de mon frère Christin sur, il serait trop facile, trop prosaïque déjà de dire qu'il n'y a pas eu avancé ou avancé. Mais à mon sens, je pense que la question à se poser, c'est plutôt rattaché à l'économie. Est-ce que le modèle économique actuel répond aux impératifs générationnels déjà? Et comment, comment faire pour le réadapter au contexte économique actuel, au contexte sociétal actuel, bien évidemment pour enclencher le développement dans tous les secteurs, que ce soit dans le secteur éducatif et ainsi de suite. Voilà, je pense que, désolé, je pense que sur le sujet de l'adaptation, c'est vraiment très important parce que nous vivons, nous sommes dans un monde, dans une période des vitesses où le monde change et se transforme à chaque instant. Il faudrait à ce que toujours à ce qu'il y ait cette adaptation par rapport à la réalité sur le terrain, tant sur le plan économique, politique, sociétal et communautaire, vous voyez, en fait. Donc, c'est vraiment un petit peu ça, je voulais juste... Alors, pourquoi j'ai posé cette question? C'est pour en arriver ici. Au début, j'ai dit que les jeunes ont ces sentiments-là d'être mis à l'écart. Vous avez tous dit que non, vous avez expliqué de manière générale. Mais à quelle jeunesse on doit confier les responsabilités? C'est ça aussi un point. Tout le monde s'est plaint. Je ne travaille pas. Je suis en chômage. Mais quel type de jeune doit-on confier les responsabilités? La jeunesse d'aujourd'hui, on pense à mieux. Voyant les enjeux du pays. Alors, je pense que le jeune, On clôture avec le sujet. oui, je pense que le jeune, on peut faire quelque chose. Très bien. On peut faire quelque chose. Il y a des jeunes brillants, il y a des jeunes qui ont étudié, il y a des jeunes compétents. Sauf que nous vivons dans une situation où il y a un peu trop de mélange. Comme l'autre fois, je disais dans l'autre numéro qu'on a eu à faire, c'est que les jeunes sont souvent grégaires. C'est-à-dire qu'ils suivent ce qui se passe sur le réseau ou dans la communauté ou dans la société à laquelle ils se trouvent et ils veulent faire comme ces gens-là. Pourtant, si on réfléchissait ensemble, Congo, c'est-à-dire que tu puisses avoir des diplômes, que tu ne puisses pas avoir des diplômes, c'est-à-dire que tu peux réfléchir Congo et poser des actes qui vont faire avancer le pays. Là, puisqu'on parle vraiment de jeunes, puisqu'on parle vraiment de nous, c'est-à-dire qu'à un certain moment, on regarde 65 ans après, on voit que on a mis toute notre confiance pendant plusieurs années sur des personnes qui s'enrichissent et nous appauvrissent. Très bien. Tu vois? Donc, la jeunesse peut réfléchir de cette manière-là. Dans ce que je sais, je suis menuisier, je peux bien faire mon travail. C'est-à-dire quoi? À un certain moment, on peut le faire et je pense peut-être que en posant des actes, on va rêver aussi la conscience de ceux qui nous dirigent. Vous voyez? Si nous essayons de prendre les choses en main, parce que la jeunesse, c'est l'avenir du pays, l'un des facteurs clés du développement d'un pays, la jeunesse. Donc, on peut commencer à poser des actes vraiment dans le sens d'un développement durable et pérenne. Vous voyez? Donc, si on est là seulement pour peut-être suivre le courant de politiciens, leur suivre en arrière et ils vont s'enrichir. Et nous allons être appauvris. Voilà. Jean-Mathieu Moulembi, en clôture avec le tout premier chapitre. Voyant les enjeux, la même question, penses-tu que nous sommes capables, nous jeunes, aujourd'hui, de relever le défi? Bien sûr, et je pense même dans tous les cas, nous sommes un peu obligés. Parce que si aujourd'hui nous sommes jeunes, ça veut dire que le futur, ça dépend de nous. Donc d'une manière ou d'une autre,
nous sommes obligés en fait d'apporter notre pierre à l'édifice, c'est-à-dire de faire en sorte que l'histoire s'écrive et par la jeunesse. Certes, on ne peut pas confier à tout jeune, bien évidemment, mais à une jeunesse consciente. Et pour en arriver, il faut d'abord que les jeunes prennent conscience de ce qu'ils sont, de ce qu'ils représentent pour une nation, surtout pour notre société. Vous savez, on est aujourd'hui à plus de 100 millions d'habitants en République démocratique du Congo et 60% sont des jeunes qui ont maximum 20 ans. C'est déjà une richesse que nous avons en fait, indépendamment de tout ce que nous connaissons là. C'est déjà une richesse qui est très 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 capitale. Et si aujourd'hui on prend tous conscience, je pense que rien ne pourra nous résister en tout cas. Très bien. Christian? Oui, c'est une question très pertinente qui est posée et je remercie beaucoup mon cher confrère pour vraiment sa réponse. Il faudrait comprendre que quand on parle de jeunes, il y a une tranche d'âge en fait de la jeunesse. Il y a la jeunesse en fait qui est encore à l'école, qui étudie, qui est en train de... Bon, la jeunesse qui, qui, qui est scolaire et une jeunesse aussi en fait euh, qui entre en fait dans le monde de l'emploi. Vous voyez en fait, euh, quelque chose de comme ça. Je ne dirais pas que euh, par, par entendre qui confier, c'est comme si on essayait de mettre une certaine discrimination. Ça, là, je ne veux pas du tout à ce que ça aille dans ce sens-là. Euh, le truc est que je pense que nous, jeunes, nous sommes capables de tout. Chacun, il s'agit en fait, l'État, c'est comme un édifice et chacun est une pierre. Et alors, chacun de nous étant mis dans un lieu, nous pouvons en fait construire une nation forte et puissante. Vous voyez en fait, c'est lui qui n'est pas capable en fait de résoudre des exercices en mathématiques peut en fait être dans le champ et autres. Vous voyez en fait, c'est lui qui n'est pas capable en fait de signer des documents dans des bureaux climatisés et autres peut en fait être ingénieur quelque part ou soit peut aussi faire de l'élevage. Tous ceux-ci sont des métiers essentiels qui peuvent aider la nation en fait. Vous voyez? Donc, je pense que nous sommes capables, la jeunesse, elle est dynamique, nous sommes dynamiques, nous pouvons le faire. Il ne suffit que de placer tout le monde à sa place, de mettre tout le monde à sa place, de savoir valoriser les talents de chacun et la nation se portera très bien. Mais est-ce que nous sommes préparés à ça? Préparés à ça. Je pense que ça, là encore, c'est un autre sujet que vous ouvrez là. Je prends David pour clôturer. Ouais, donc partant de la jeunesse, vous pouvez me répéter la question s'il vous plaît? C'est-à-dire, voyant les enjeux Mhm. qu'il y a aujourd'hui au pays, penses-tu que nous sommes prêts, nos jeunesses, de relever le défi? Bah oui, déjà. Pourquoi je dirais oui? Moi je pense que nous en sommes capables, nous la jeunesse. Congolaise. Oui, tout justement. Mm. Et tout simplement, il faut adopter une attitude de réinvention stratégique. Et c'est comme ce que je venais de dire au début, l'attitude prométhéenne qu'il faut avoir. Donc, essayer un peu de nous concentrer, comme le frère a dit, il n'y a pas que le secteur de service, il n'y a pas que le secteur de service par secteur de service, je vais dire secteur tertiaire, lié au commerce, lié aux activités bureaucratiques. Nous avons d'autres secteurs qui nécessitent la main-d'œuvre. Il y a pas, donc, il y a l'agriculture, il y a les industries. Donc, vous voyez. Oui. Donc, en c'est ça. gros, c'est ça. C'est ça. Très bien. Alors, j'étais en train de dire dans mon introduction que, prenons le cas de l'éducation. Pensez-vous que le système éducatif aujourd'hui prépare-t-il de jeunes, on va dire ici, aux réalités du marché du travail? Je prends Samuel. Déjà, moi, je n'ai pas trop envie de trop philosopher parce que là, lorsque nous parlons de la jeunesse congolaise, nous savons les réalités. Il n'y a pas assez voilé de face, il n'y a pas aller des on va faire ceci ou on va faire cela ou on va entrer par ici. Non, ça c'est trop de théorie. Et le Congo en souffre. Il y a trop de théoriciens que des gens qui peuvent pratiquer directement. Vous voyez, c'est même le problème de politiciens congolais. Ils sont là,
ils vous vendent des rêves, mais lorsqu'ils arrivent vraiment sur terrain, il y a pas, on voit rien, en fait. Même le sujet l'est dit, il y a trop de discours pédactes. Vous voyez? Donc, le vrai problème, c'est quoi? Par exemple, dans un pays où il y a 80 millions d'hectares, c'est-à-dire de terres arables, et ces terres-là sont exploitées qu'à 10%. Mais vous allez voir, dans un pays comme le nôtre, on valorise plus les sciences sociales. Alors que, déjà, la terre que nous avons est une richesse. Je vois peu de jeunes, déjà, ils seront motivés par quoi? Pour aller faire des options comme l'agriculture, l'agronomie, de l'école secondaire ou humanitaire. La motivation, c'est quoi? Parce que déjà, ils savent qu'il n'y a pas d'industrie. Tout le monde veut faire les options commerciales. Tout le monde veut être, je ne sais pas, avocat, médecin. Et lorsque le courant des études se penche sur certains domaines clés, ça fait en sorte que dans ces domaines-là, il y a beaucoup plus de diplômés et moins de travail. Très bien. Mais lorsqu'on voit des secteurs qu'on doit nous valoriser, on ne le fait pas. Mais moi, étant jeune, tout réfléchir, je ne peux pas être là. Je suis dans un pays comme la RDC où je ne vois pas vraiment comment est-ce qu'on valorise l'agriculture, la pêche, l'élevage. Pourtant, si tu regardes dans les annuaires des examens d'État, tu vas voir, il y a des élèves qui font pêche et élevage. Mais ils vont pratiquer comment? Tu vas voir, il y a cette transformation-là, cette réorientation professionnelle d'une personne qui a fait l'agronomie vers l'informatique. Aujourd'hui, je vais faire l'informatique et motivé par quoi? Parce qu'il n'y a pas d'emploi dans le secteur du départ. Je voulais faire l'agriculture pour, j'ai voulu faire l'agronomie, voulais-je dire, pour aider mon pays à avancer sur ce plan-là. Mais après, je me retrouve avec un CV où je ne sais pas où déposer. Ça, c'est le plus grand problème. Mais là, je pense aussi que ce n'est pas la faute d'un jeune. Oui. La responsabilité revient aux dirigeants. C'est eux qui doivent aplanir le système. La faute n'est pas à la jeunesse. Moi, je n'ai pas dit directement que la faute, c'est à la jeunesse. Mais le problème, comme je l'ai vraiment dit, c'est quoi? Le jeune vive dans un pays qui est dirigé. Vous voyez? Est-ce que tu penses que les dirigeants n'ont pas conscience que la jeunesse est l'avenir de demain? Si ils ont conscience, ils savent. Alors, si ces jeunes-là vont relever le défi, normalement, on doit mettre en place des cadres pour que ces jeunes-là continuent avec ce que eux ont posé comme base. C'est ça. C'est-à-dire que chez nous, peu importe ce qu'ils disent là, il n'y a pas vraiment une politique de continuité. Vous voyez? Donc, que ce soit dans le domaine éducatif, parce que là, tu parles du domaine éducatif, moi, je peux bien, étant jeune, je peux vraiment bien apprendre des choses pour améliorer ou faire avancer mon pays du mieux que je peux. Vous voyez? Mais en voyant la réalité, c'est vraiment, il y a vraiment un écart. Et à la fin, c'est-à-dire quoi? Par exemple, il y a des enfants qui voulaient être des pilotes. Mais vous-même, d'abord, c'est à peine que vous avez des compagnies aériennes. Tu veux me dire que moi, je serai là en attendant à ce que mon pays puisse avoir des compagnies aériennes, mais pourtant, on continue de former des gens dans des domaines où il n'y a pas d'emploi. Ce sont des jeunes qui partent à l'université pour étudier, mais il n'y a pas d'emploi, ils vont faire quoi? Très bien. Jean-Mathieu Moulimbi, la même question. Bon, en tout cas, déjà, moi, en ce qui me regarde vraiment, d'abord, le système éducatif congolais, c'est un système pour moi qu'il faut changer. Très bien. Ça, c'est Vous vrai. savez, aujourd'hui, en fait, nous avons tous été au Congo. Mm. Moi, j'ai fait un semestre dans un institut au Congo, pour ne pas citer les noms. Mais vous ne pouvez pas croire, en tout cas, les conditions dans lesquelles les étudiants suivent les cours. C'est à peine croyable, en fait. Très bien. Et dans ces conditions-là, aujourd'hui, vous formez des gens, en fait, qui vont à l'école parce que ils se retrouvent dans un environnement où, lorsque tu parles un peu français, tu es vu, en tout cas, d'une certaine façon. Lorsque tu vas à l'école, tu es un peu considéré. Mais en réalité, au fond, si ça dépendait que de lui, de partir à l'université ou de partir à l'école,
il ne partira, Ok, l'été, c'est il ne tout à fait partira pas. normal. Ouais. Parce que, en fait, il n'est pas dans les bonnes conditions. Et déjà, pardon, voulais-je dire, en fait, on priorise certaines choses par rapport aux autres. Moi, par exemple, je fais maths physique et aujourd'hui, c'est un peu partout comme ça. Les gens qui sont un peu plus matheux, en tout cas, on les voit un peu comme ils sont plus intelligents que les autres. Alors que c'est pas la réalité. Mm. Parce que dans la vraie vie, c'est pas vraiment ce que nous sommes, enfin, Mm. c'est pas vraiment ça qui nous sauve, en fait. Mm. Ouais, donc notre système éducatif ne nous forme pas en fait pour s'en sortir dans la vie, mais tout simplement pour écrire, aller à la maison, demain Et tu avoir un viens, diplôme. tu écris, tu as un diplôme et tu ne sais même pas rédiger une phrase Mm. correcte en français. Mm. Aujourd'hui, enfin, vous pouvez aller sur les réseaux, vous verrez de quoi je parle. Très bien. Des jeunes qui sont diplômés, mais qui ne sont pas capables d'écrire au moins une phrase, même écrire je suis diplômé correctement. C'est la réalité en tout cas, c'est quelque chose qui est Malheureusement. vrai. Alors que Ouais. dans ces mêmes conditions-là, nous avons aujourd'hui des grandes personnalités. Le problème, c'est les conditions, ou le problème, c'est la personne elle-même, l'étudiant en personne. Oui, mais exactement. En fait, l'étudiant est appelé à faire un effort Mm. personnel aussi. Parce qu'il n'y a pas que l'école qui va t'aider jusqu'à 100%. Il Très te bien. donne le nécessaire. Mm. Je m'excuse. Mais personnellement, tu dois faire un effort, en fait. Mais en fait, là encore, il y a un problème. Pourquoi? Tu vas à l'école parce que aujourd'hui, nous, à l'étranger, Mm. on voit un peu les réalités dans lesquelles nous apprenons ici. Tu rentres à la maison, il n'y a pas d'électricité. Certes, tu as envie de réviser, par exemple. Mais comment tu vas t'y prendre? Tu rentres à la maison, en fait, il n'y a pas de transport. Tu n'arrives pas à temps à la maison. Tu arrives, il fait déjà nuit, il n'y a pas d'électricité. Tu ne peux pas réviser comme Et ça. Et puis demain matin, fatigué, tu tu dois. dois se retourner à Voilà, l'université. et très tôt même, sinon tu n'as pas de place, en fait. Mm. Tu vois. Et puis, les gouvernants, pardon, ils savent cela. Mais en fait, pour eux, c'est un avantage parce qu'ils savent que lorsque la jeunesse ne peut pas, en fait, avancer intellectuellement, ils ne bougeront pas de là où ils sont. Mhm. Ils vont rester là parce que c'est eux qui connaissent les règles, en fait. C'est eux qui connaissent les lois. Ils sont plus avancés intellectuellement que la jeunesse d'aujourd'hui. Ils Parce maîtrisent le qu'aujourd'hui, système. voilà. Donc, ils sont, en fait, c'est à leur avantage que la jeunesse ne soit pas développée intellectuellement. Parce que l'éducation, ça fait partie, en tout cas, des piliers aussi du développement d'un pays. Donc, si la jeunesse que nous sommes, nous n'avons pas une bonne éducation, on ne peut pas remplacer aujourd'hui ceux qui sont là. Très bien. Nous ne pouvons pas nous battre en tout cas à armes égales parce qu'on n'a pas tous les atouts nécessaires pour les remplacer. Et ils savent cela, ils aiment ça, ils veulent que la population reste dans ces conditions-là, les jeunes étudient dans ces conditions-là, pour ne pas avoir de quoi en tout cas aujourd'hui débattre avec un gouvernant, pour dire voilà, je suis jeune, je suis capable aussi de faire ce que tu fais. Maintenant, Tant que tu n'arrives pas à faire ça, tu ne peux pas les remplacer en fait. très bien. Toi, maintenant, en tant que jeune, qu'est-ce que tu fais? Et tant que jeune, en Puisque tout là, cas, tu décris un fait. C'est logique. Mais c'est quoi le comportement que toi, tu as face à cette situation-là? d'abord, il faut comprendre cela. Mm. Tu réalises en fait l'obstacle qui est devant toi. Et c'est après que tu vas trouver une façon de contourner l'obstacle, en fait. Et nous, Aujourd'hui, pardon? pardon, nous le faisons, nos jeunes, aujourd'hui. Par exemple, moi, je suis aujourd'hui si je suis plus en RDC. Pourquoi? Ça fait partie des raisons. Comment vous voulez étudier dans un auditoire qui est censé peut-être recevoir 100 étudiants, mais vous êtes plus de 500 étudiants? La fuite Voire des 1000. cerveaux. Plus que ça. Vous voyez, aujourd'hui, nous, on a l'occasion, en fait, d'avoir fait des études à l'étranger. Et on a compris qu'en tout cas, les conditions dans lesquelles étudient nos frères, ce ne sont pas des choses, ce sont pas des conditions appropriées, même pas normales. Mais ils n'ont pas conscience parce qu'ils sont en RDC. C'est Oui. un peu, c'est un peu une monnaie courante en fait. Donc, une fois qu'ils vont se rendre compte que ce que nous vivons, ce C'est n'est pas pas, humain. voilà, Oui. ce n'est pas ce Les qui est conditions ne en valorisent réalité. pas les développements. Exactement. Mhm. Donc, ils vont se révéler. Pour moi en tout cas, ce qu'il faut faire, c'est d'abord, Une minute. voilà, en fait, d'abord déterminer les problèmes. Mm. Et nous sommes jeunes. On a tout ce qu'il faut. On peut se rébeller aujourd'hui. Et je connais aucune armée qui est capable, en tout cas, de battre une jeunesse qui se rébelle, en tout cas, en ayant conscience de ce qu'ils doivent, de ce qu'ils subissent, en fait. Voilà. Très bien. Attention Merci. avec le message qu'on peut passer. Même question. Il faut faire attention avec ce que Oui. vous dites. Même question. Ah, Le système éducatif d'aujourd'hui de la RDC prépare-t-il réellement de jeunes à affronter
les réalités du marché du travail. Est-ce que l'éducation prépare les jeunes Le système affronter éducatif. Bon, j'ai- je dirais pour cette question, il existe en fait une très grande corrélation entre le marché du travail, ce qui se passe dans le marché du travail et ce qui se passe en fait dans les systèmes éducatifs. Il faudrait qu'il y ait en fait communication entre les deux, mais nous remarquons à ce que il n'y a pas communication entre les deux. Il n'y a pas communication entre les deux. Et s'il faudrait se limiter sur les systèmes éducatifs, je dirais pas vraiment. Pas vraiment. Parce que déjà, de un, nous remarquons que les cours sont très théoriques en République démocratique du Congo. Mm. Les cours sont très théoriques et les secteurs qui est certes les secteurs techniques, vous voyez, les côtés techniques de la RDC. Moi, j'ai fait des études techniques, vous voyez, et j'ai eu l'opportunité, vraiment l'opportunité d'étudier dans une école qui mettait à notre disposition des matériels pour étudier, vous voyez. Ces genres de choses ne se retrouvent pas en fait dans tous les établissements, même dans des établissements étatiques. Mm. Vous voyez en fait, au lieu qu'il y ait en fait ces financements-là, cette réforme même du système éducatif, on laisse en fait les systèmes tels qu'il est. Il est archaïque. On nous apprend des choses qui remontent à Diego Cao. Qu'est-ce qu'on va faire avec Diego Cao encore? Diego Cao, on n'a pas besoin de Diego Cao. Oui, c'est l'histoire du Congo, mais je ne vois pas que ça puisse en fait nous permettre à une avancée. Vous voyez, en fait, c'est Très bien. vraiment dans ce sens. David, la même question. Le système éducatif de la RDC aujourd'hui prépare-t-il le jeune à affronter les réalités du marché du travail? C'est une question très très complexe parce que si nous disons oui, Mm. il y aura toujours des parts d'ombre. Si nous disons non, il y aura toujours une part de lumière dans cette position. Il faut savoir que le système éducatif congolais, depuis sa construction, depuis le tas belge, c'est toujours le même système qui continue jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Et à mon sens, je pense que ce système a déjà fait son temps et nos politiques doivent l'orienter aux besoins actuels du marché du travail. Vous savez, Très bien. le marché du travail, il y a le secteur formel et informel. Le secteur formel, c'est ces secteurs-là réglementés par, euh, par l'autorité publique. Et les secteurs informels, ce sont les activités d'ombre, c'est-à-dire, par exemple, les vendeurs à la sauvette, les activités qui ne sont pas régularisées par l'autorité publique. Mais même dans ce cas de figure, nous voyons, il y a toujours cette notion de secteur d'activité fondamentale. L'engouement, même lors de dans le marché du travail, c'est plus concentré sur le secteur tertiaire, c'est-à-dire le secteur de service, même l'entrepreneuriat. Mm. Même l'entrepreneuriat aujourd'hui, déjà, il y a un climat de woke, c'est-à-dire de réveil, qui stipule que euh, les jeunes doivent plutôt entreprendre au lieu plutôt de faire des recherches d'emploi dans des entreprises et Mm. tout ça. Mais il faut savoir que même l'entrepreneuriat n'est pas une panacée pour lutter contre le chômage, par exemple. Le problème, à mon sens, c'est plutôt le secteur d'activité. Il faut savoir que nous sommes face à un système dépassé, le secteur tertiaire. Et moi, à mon sens, je pense que la jeunesse doit plutôt orienter sa perspective sur les secteurs non exploités, entre autres le secteur primaire et le secteur secondaire. Très bien. Alors, on prend un point très rapidement. J'ai entendu dire, si je m'abuse, mais je vais essayer de répondre à la question. Pourquoi la formation technique et professionnelle est peu valorisée en RDC? C'est où, en fait, le nœud du problème? En tout cas, ça, c'est... J'aime bien ta question. Mm.
En fait, j'aime bien ta question parce que elle est très pratique. Tu vois, nous, c'est juste, et ça façon moi au salé là, oyo, le dirigeant, depuis l'indépendance, bah, même là, c'est comme ça en fait, chez nous au pays. Donc, de cette terre qu'on doit valoriser au regard de la situation de notre pays, ce sont par contre de cette terre négligée. La formation qui doit être valorisée, malheureusement, c'est pas vraiment valorisé. C'est ça le problème. Donc tout le monde, j'ai dit n'importe quoi, c'est que tu verras, ça touche même au choix d'un jeune de faire ces métiers-là ou ce travail-là, même si c'est en lui, mais il sait que c'est pas valorisé. Mon frère a dit concernant le matériel, concernant tout ça, je vais aller, tu veux que j'apprenne dans une école technique où j'apprends peut-être la mécanique ou bien l'électronique ou tout ça, ou je pars au labo peut-être qu'une seule fois là. Mais au contraire, le Congo est un pays à construction. On doit beaucoup plus mettre l'accent sur l'éducation technique, tu vois, les formations techniques, tu vois, et mettre l'accent, comme je vais rejoindre aussi d'autres collègues ou d'autres amis par rapport à ce qu'ils ont dit, on doit mettre l'accent sur de cette terre peu valorisée. J'ai parlé de l'agriculture. En tout cas, uniquement avec l'agriculture, uniquement avec les nombres d'hectares que nous avons, on peut faire alimenter toute l'Afrique. Mais est-ce que cette partie-là, où cette terre-là est valorisée, on ne dira pas que les politiciens n'ont pas conscience. Ils ont conscience de toutes ces choses-là. Tu vois, ils savent. Nous, ici, on est en train de parler. Nous sommes de jeunes. Ils savent parce avant qu'on te mette dans la place où tu es, ou que tu accèdes à ces fonctions-là, c'est-à-dire que tu as déjà fait les diagnostics des maux que le pays souffre, qui rongent le pays. C'est vrai. Je ne peux pas aujourd'hui me dire, après une année, je suis business developer, je dois mettre en place une stratégie pour faire avancer l'entreprise. Je connais le problème de l'entreprise. Je sais qu'il y a il y a des endroits qu'il faut corriger, il y a des endroits qu'il faut changer, il y a des endroits qu'il faut aménager, mais nous, on ne met pas l'accent sur ces endroits-là. Nous, tout ce que nous voulons, c'est nous enrichir. L'éducation technique, en tout cas, vraiment, s'ils écoutent, en tout cas, ou bien c'est à nous, peut-être comme David a dit, ou je pense que c'est Mathieu qui a dit ça, nous-mêmes essayons, avec des cadres comme Parlons-en Jeunes, à réfléchir tout haut. Peut-être ils vont écouter pour mettre l'accent sur l'éducation technique, pour mettre l'accent sur l'éducation qui fait en sorte que le pays avance, le pays développe. Si on n'est que dans des discours, tout ça, on va rien faire, on va stagner. Très bien. Aujourd'hui, tout le monde veut entreprendre, pardon. Tout le monde veut entreprendre. Tout le monde veut devenir entrepreneur. Et c'est ça, d'ailleurs, même la réalité que nous voyons au Congo. Mais beaucoup aussi n'ont pas le prérequis. Voilà. Tu as fait de l'agronomie, mais tu veux devenir entrepreneur. Et c'est pas moi. Entrepreneur de quoi? Jean-Mathieu. Bon, en fait, concernant cette question, si aujourd'hui beaucoup de jeunes se penchent plus sur l'entrepreneuriat, c'est parce que ils remarquent aussi que c'est plus ou moins la seule issue qui reste. Très bien. Vous voyez, dans le sens où vous n'avez pas d'emploi dont vous avez voulu en avoir, en fait, venant de votre gouvernement, ou venant du gouvernement d'ailleurs. Alors, vous savez, lorsqu'on se noie, on peut même s'attacher à un serpent. C'est-à-dire, même à ce qui peut te faire du mal, mais du temps que ça peut quand même t'aider à résister un peu, tu n'as pas le choix. C'est un peu dans ce sens-là que tout le monde aujourd'hui, il veut en fait entreprendre parce qu'il s'est dit, bon, là quand même, je peux, comme on dit, comme Kanzoto, tu vois. Et c'est un peu, je peux m'en sortir d'une façon ou d'une autre. Donc, c'est un peu dans le sens-là, mais c'est pas parce que tout le monde a forcément appris, je m'excuse, ou bien a les prérequis nécessaires. Donc, c'est un peu dans le sens où la jeunesse, comme on en parlait ici, abandonner à son propre sort. Donc, un jeune qui est conscient, comme nous et tant d'autres également, vont se poser la question en fait, qu'est-ce que nous pouvons faire, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui
pour m'en sortir dans la vie. Je ne peux pas attendre, en fait. Que l'État puisse s'organiser. Voilà. Donc, je dois trouver une solution. Je dois réfléchir, trouver une solution au problème que j'ai aujourd'hui. Et voilà, et tu verras que l'entrepreneuriat, c'est la seule issue qui te reste. Ou quand même, tu peux, de par toi-même, par rapport à ce que tu connais, par rapport à ce que tu as appris aussi, de part et d'autre, tu peux en tout cas entreprendre et essayer de te retrouver un peu. Très bien. Crescent. Oui. La RDC, un pays d'opportunités déguisées. Tout le monde veut entreprendre. Il y a le potentiel entrepreneurial, mais le cadre n'est pas stable. Quel est ton point de vue? Je vois. Merci bien pour la question. Euh, le fait que, j'aimerais dire que le fait que tout le monde veuille entreprendre est une bonne chose. Mhm. Est une bonne chose. Il faudrait que vraiment que l'État soit entreprenant. Il faudrait que nous soyons entreprenantes. Étant, euh, étant des entrepreneurs, nous pourrions en fait créer de l'emploi. Lorsque nous entreprenons, il y a création d'emplois. Vous voyez, en fait, c'est vraiment très important de faire ça, de se lancer là-dedans. Sur le fait des prérequis et autres, Ouais. je pourrais dire que nous pouvons apprendre dans l'État et nous pouvons apprendre à accompagner aussi des personnes qui sont expertes dans le domaine. Mm. Vous voyez, c'est très important. Sur les cadres, en fait, qui est proposé, je dirais il s'agit des choix politiques. Il s'agit en fait des choix politiques sur les cadres. Parce que les cadres, c'est lui qui régit les cadres, c'est l'État. C'est l'État qui régit les cadres, tant sur le plan politique, économique et les autres, en fait. Mm. C'est lui qui dresse, en fait, comment est-ce que les choses doivent aller. Vous voyez, en fait, les dirigeants qui sont là en train de prendre des décisions, doivent de prendre des décisions qui proposent un cadre propice. Mm. Je vais aller sur des faits concrets. Très rapidement. Oui, je vais aller sur des faits concrets. Il y a eu certaines situations, je ne sais pas si vous avez suivi cela, où on disait que en fait, les DIRCAB du chef de l'État, lorsqu'il y a des projets qui arrivaient dans son bureau, c'était par rapport à celui qui donnait en fait le plus d'argent, qui voyait son projet être accepté et réalisé. Ça, c'est quelque chose de très important à souligner. Ça reste à vérifier quand même Mm. l'information. Bon, c'est un petit peu quelque chose de comme ça, c'est quelque chose à vérifier, bien sûr. Normalement. Voilà, j'ouvrais une parenthèse à dire ça sur un fait pareil. Et puis, de deux aussi sur le fait était que nous remarquons un cadre qui est très sur la corruption, Mm. qui est vraiment basé sur la corruption. C'est pourquoi, en fait, j'ai donné cet exemple, parce que finalement, nous avons vu, excusez-moi, nous avons vu, en fait, des procès qui ont été donnés par la suite, Mm. mais c'était, en fait, un exemple pour parler d'un cadre qui est beaucoup plus miné par en fait, la corruption. S'il y a de la corruption, s'il y a le fait à ce qu'il faut donner quelque chose, des évasions fiscales et autres, ça Oui. détruit en fait. Puisque c'est l'État qui cadre un peu. Oui. Penses-tu qu'aujourd'hui, le climat d'affaires, elle est propice au Congo? Si aujourd'hui le climat d'affaires est propice, non. Je dirais que le climat d'affaires au Congo n'est pas vraiment propice. Très bien. Déjà parce qu'il y a en fait une instabilité économique, surtout sur le taux de fluctuation du franc congolais qui grimpe à chaque instant. Très bien, mais sur ça, on pourra revenir pour un autre numéro. Ah, Très rapidement. d'accord. David, manque d'accès au financement. Tout le monde veut entreprendre. À Kinshasa, au Congo plus précisément. Mais le cadre pose un problème. Quel est ton point de vue? Bah, moi, je pense que le combat que nous avons à mener, premièrement, c'est un combat lié à la mentalité. Mm. Très bien. Par exemple, prenons le cas de l'entrepreneuriat. Mm. En fait, il faut tout simplement se dire que l'entrepreneuriat n'est pas une panacée
au chômage ou au contexte économique. Pourquoi je dis ça? Prenons par exemple un exemple terre à terre. Euh, Dans l'entrepreneuriat, il y a ce qu'on appelle les suiveurs et les innovateurs. Mm. Nous savons tous que la mentalité congolaise, c'est que moi, je lance une activité, par exemple, je vends des baskets, j'ai un répertoire, j'ai une clientèle. Mm. Mon frère Samy, il voit que mon activité marche, il adopte le même système. Très bien. Vous voyez un peu? Et dans tout ce contexte-là, ça fait que des fois, le marché se retrouve saturé. Vous voyez un peu? Et plus le marché est saturé, moins le marché est lucratif. Donc, moi, j'ai mes parts, vous avez des parts. Les parts, peut-être que je pouvais avoir, vu la proximité géographique de notre clientèle, vous voyez, je le perds au détriment de Samy. Et pour ce qui est voilà, de se dire, vous avez dit que l'entrepreneuriat, euh, vous pouvez répéter s'il vous plaît? Beaucoup pensent que Mhm, l'issue, c'est juste l'entrepreneuriat. mhm. Alors que le cadre au Congo n'est pas trop propice. Oui, justement, en fait, bah, c'est comme je viens de dire, il faut pas seulement rejeter la faute Mm. seulement au pouvoir public, Mm. vu que c'est elle qui, bah, c'est lui qui régule un peu le contexte entrepreneurial ou économique d'un pays. Mm. C'est comme je viens de le dire, c'est plutôt la mentalité. Le combat que nous avons à mener aujourd'hui, c'est plutôt la mentalité de se dire, bah, si par exemple l'État m'offre pas un cadre propice ou m'offre pas un investissement qui peut m'aider à démarrer un plan. Comment je peux partir, par exemple, de zéro? Il y a beaucoup d'idées, il y a beaucoup d'idées qui ne requièrent pas peut-être un grand financement. Donc, je pense à mon sens que le combat que nous avons à mener aujourd'hui, c'est plutôt la mentalité. Mon cher Mhm, confrère, en fait, Très bien. euh, Réagissez et puis on va mhm, essayer de j'ai résumer. réagi sur ça. Vous dites en fait qu'il s'agit des mentalités. mhm, Prenez un exemple d'une maman qui se doit d'acheter quoi, des sacs Yamakala ou soit qui a sa petite boutique. Et à cause en fait des, de la situation du pays, les cadres qui est très fluctuant, mhm, il se retrouve le lendemain allant pour acheter, en fait, réapprovisionner sa marchandise que les prix avaient changé, mhm, qu'il y a eu inflation. mhm. Alors, dans ce sens-là, la dame voit carrément Son sa pouvoir petite d'achat. Ok. boutique dépérir. Mhm. Alors, est-ce là, vous allez dire que c'est en fait une cause des mentalités ou c'est une cause des cadres? Ce que moi je peux ajouter rapidement, c'est quoi? Dans un pays, lorsqu'il y a l'instabilité économique, l'instabilité politique, Mhm. ça fait en sorte que même les investisseurs, même cette personne-là qui veut entreprendre, Ils vont te répondre. il va entreprendre Ils vont comment? entreprendre où, en fait? Il n'y a pas de Il y a cadre. Il n'y a l'instabilité pas de cadre politique, il y a stable. l'instabilité économique. Je me dis que j'achète mes histoires en Chine, je viens avec, et après, non, ça va pas marcher, tu vois. Nous allons essayer de résumer le sujet très rapidement. Nous sommes presque arrivés à la fin. De l'indépendance au chômage de masse. 65 ans de discours et peu d'actes. Je prends Mathieu très rapidement. Déjà, c'est vrai qu'il y a assez de discours. Euh, Depuis toutes ces années-là, ça fait 65 ans aujourd'hui qu'on est indépendant et il y a trop de discours en tout cas, évidemment. Mais en fait, ce qu'il faut aussi, ce qu'il ne faut pas aussi oublier, c'est que les gens qui viennent au pouvoir, en fait, ils viennent avec les intentions, en fait, de développer les pays ou de se développer eux-mêmes d'abord. Vous voyez, si une personne a des intentions, en fait, de promouvoir en tout cas son intérêt, c'est vrai, il va vous apporter des discours ou des choses qui feront en sorte qu'il puisse rester là où il est pour arriver à ses fins. Vous voyez, aujourd'hui, par exemple, euh, le président actuel, il a parlé de 100 000 emplois pour son premier mandat, je crois. Mais nous n'en sommes même pas à la moitié, hein, je ne pense pas. Et même ceux qui travaillent aujourd'hui, par exemple, ceux qui sont dans la médecine, ceux qui font la médecine, aujourd'hui des médecins, ils ont une prime en tout cas à peine $500.
Vous savez, les enseignants, je pense même pas qu'ils touchent les 600 000 francs. Dans tout ça, les gouvernements nous promettent une bonne vie, en fait, de bonnes rémunérations pour ceux qui travaillent, des emplois. Donc, euh, on a assez parlé. Moi, je pense que l'heure n'est plus voilà, beaucoup dire à faire des promesses, mais à passer à l'acte vraiment. Et pour ça, voilà pourquoi on insiste aujourd'hui sur la jeunesse. Parce que la jeunesse qui doit prendre conscience de cela. On nous parle de ceci et de cela à chaque fois. Mais concrètement, rien ne s'est fait. Et que nous qui pouvons changer ça. Celui qui parle, en fait, celui qui l'entend, il est toujours à sa merci. Donc, pour ne plus être à sa merci, qu'est-ce qu'il faut? Il faut se dire, il faut dire en tout cas, tu as beaucoup parlé. Maintenant, fais ce que tu as dit. Dis-lui que tu parles tellement beaucoup que, en tout cas, ce que tu fais, il n'y a rien qui change. Une sorte de révolte. Exactement. Très bien. David, on résume les sujets. 65 ans de discours et peu d'actes. Ton point de vue. Ouais, tout justement. Moi, je vais plutôt me concentrer sur les mesures à prendre, les mesures incitatives, parce que nous avons déjà suffisamment débattu partagé sur le sujet. Nous avons notamment tourné sur la réinvention sectorielle. On a tourné sur l'entrepreneuriat, n'étant pas comme une panacée pour essayer un peu de remédier à ce problème de chômage. En termes d'action corrective, vous savez, il y a pas que nous ne devons pas seulement rejeter la faute seulement au pouvoir public. Les actions doivent mener par tous les acteurs, c'est-à-dire nous, les peuples. On doit, par exemple, arrêter, comme le frère vient de le dire, il y a une certaine mentalité de Djalelo. Très Vous bien. voyez, cette mentalité de Djalelo, c'est quoi? On applaudit le politicien. Il y a une mentalité snob, vous voyez, c'est-à-dire, moi, je m'identifie plus avec tel politicien de tel courant, mais quand il arrive à la gestion, par exemple, du pays, la personne ne fait pas ses preuves. Vous voyez, il y a par exemple le principe de méritocratie, souvent tourné sur l'obtention, par exemple, d'un diplôme, docteur tel. Mais actuellement, nous voyons que, par exemple, nos politiciens actuels, avec leur diplôme, avec leur thèse doctorale, ils n'arrivent pas à proposer des solutions concrètes qui va nous amener au développement tant entendu par le peuple. Donc, 65 ans maintenant de l'indépendance. L'indépendance signifie tout simplement se prendre en charge. Prendre en charge son destin. Et actuellement, je pense que nous avons toujours ce regard juvénile orienté vers, par exemple, l'Occident. Et je pense qu'en termes de mesures préventives, ces mesures doivent être prises, que ce soit de la partie de la population, que ce soit du côté du pouvoir public et tous les autres acteurs économiques. Très bien. Crescent. Oui. En fait, pour résumer tout ça, tout ce qu'on a parlé, tout ce qu'on a dit sur les 65 ans, sur le taux de chômage des jeunes et tout, je dirais que la situation de la jeunesse, en fait, c'est pas quelque chose, une situation anodine. C'est une situation, en fait, qui est le résultat euh, des, des, de plusieurs mauvaises décisions qui ont été prises encore et encore, des plusieurs, en fait, instabilités, euh, des guerres, des ruptures. Nous avons eu à hériter d'une nation qui déjà du temps de nos pères, qui était une machine à extraction des richesses au lieu de production des élites. Vous voyez, en fait. Et par la suite, même avec Mobutu sur la zaïrianisation, euh, les élites congolais, il y a eu expropriation en fait, des entreprises, mais ça a été donné aux personnes qui n'avaient pas assez d'expérience. Du coup, les entreprises sont fermées et ça a créé des chômages pour la jeunesse qui se sont tournés dans le banditisme ou soit dans l'économie informelle, en fait, sur des débrouillardismes, les marchandages informels et tout. Et par la suite même, nous avons eu des périodes de guerre qui ont poussé les jeunes, un jeune qui n'est pas scolarisé, déscolarisé, un jeune qui n'a pas de travail, qui est en fait sans avenir, qui ne voit pas, qui n'a pas de perspectives,
il peut facilement être séduit par des promesses des combattants de guerre, des groupes armés, des rébellions de 89 à 2003, vous savez, et tout ça, qui font en sorte à ce que nous avons eu des enfants soldats, des jeunes qui étaient soldats. Et même jusqu'à présent, ces jeunes ne sont pas pris en fait en charge pour être réinsérés dans la société. Vous voyez, en fait, ça, c'est vraiment quelque chose à déplorer. Et aussi, nous avons eu le phénomène Kuluna. Quand je parle des choix politiques, j'ai dit à ce que les phénomènes Kuluna étaient en fait un résultat de tout cela, des guerres et autres. Il y a eu phénomène Kuluna, mais le choix de l'État était opération Lukofi et tolérance zéro. Actuellement, Massacre des il Kuluna. y a un autre phénomène Mobondo. Voilà, Phénomène Mobondo. carrément, des choses comme ça. Et je pense qu'au lieu de penser à une réinsertion, de penser en fait à prendre ces jeunes pour leur donner des possibilités à pouvoir obtenir de l'emploi et autres, c'est pas ce qui a été fait. Les solutions en fait que nous pouvons voir en fait remarquer et qu'il faudrait qu'il y ait en fait une réformation, c'est quoi en fait les termes, le fait de réformer carrément l'éducation. Le système éducatif doit être axé sur les domaines techniques agricoles et des formations. Ça, c'est vraiment très important. Et c'est quelque chose vraiment à saluer sur le projet de la gratuité, de la scolarité, de l'enseignement. C'est quelque chose de très à féliciter d'ailleurs, même si ça pêche encore un peu, mais c'est vraiment une initiative qui est belle. Très bien. Et d'un autre point, je pense que de l'action, nous pouvons espérer sur l'accord qui a été signé à Washington, l'accord en fait, les deals aux États-Unis, qui pourrait en fait amener des investisseurs en République démocratique du Congo. Nous pouvons espérer en fait à ce qu'il puisse avoir un certain changement, une certaine lueur d'espoir dans ces cadres-là. Et j'espère vraiment de tout cœur, nous espérons de tout cœur à ce que nous puissions quitter dans les cadres des promesses sans actes. Vraiment, c'est vraiment ça. Pardon, juste si je peux revenir, c'est que mon frère David, il a dit, juste une minute, juste une minute. Il a dit tout à l'heure ici que nous ne pouvons pas en fait donner toute la faute au gouvernement ou à nos dirigeants. Alors que la question, voilà, alors que la question elle est claire en fait. Il y a 65 ans de discours et peu d'actes. Qui parle? Ce sont les dirigeants. Pendant tous ces temps, qui parle? Les dirigeants. Et quels sont les actes qu'ils posent en fait? C'est ça les problèmes. Vous voyez, lorsque vous venez au pouvoir, vous amenez en tout cas des beaux discours. Vous connaissez l'histoire en tout cas du corbeau et les renards même. C'est-à-dire, nous, on a laissé tomber notre proie. C'est-à-dire les pouvoirs que nous avions. La population aujourd'hui ne sait pas son pouvoir, ne connaît pas sa force. Pourquoi? Parce qu'en fait, nous sommes voilés en tout cas par les belles paroles, par les belles promesses, alors que, alors que ce sont des gens qui normalement devaient poser des actes. On les vote, on les nomme pour ce qu'ils font, pour ce qu'ils doivent faire, et non pas pour ce qu'ils disent. Ouais. Est-ce que je peux rajouter quelque chose rapidement? Ouais, peut-être une minute, c'est trop. En fait, il faut savoir, voilà pourquoi il y a, parmi mes interventions, j'ai dit que le combat que nous avons à mener maintenant, c'est la mentalité. Congolais changeant de mentalité. C'est un slogan qui a été plébiscité par plusieurs politiciens déjà, entre autres comme Kabila par exemple. Changeant de mentalité, pourquoi je dis changeant de mentalité? Le peuple, c'est lui le décideur. Le peuple, c'est lui le pouvoir. La démocratie, c'est le pouvoir au peuple. Vous, peuple, vous êtes censé choisir des personnes qu'il faut à la place qu'il faut. Comment expliquer cette mentalité snob de dire que bah, cette personne était médiocre au mandat précédent, bah, nous le réinventons encore. La personne est réélue encore. Vous voyez, voilà pourquoi j'ai dit la responsabilité n'est comme pas seulement au pouvoir public, mais au peuple aussi, vu que lui, il est le souverain primaire et ça incombe de sa responsabilité de faire un bon choix. Oui, c'est vrai ce qu'il a dit en fait. On C'est la population qui vote. on va beaucoup rester sur le sujet. Je pense qu'il y a lieu ici de vous réinviter pour la deuxième partie. Nous allons essayer de finir parce qu'en temps normal,
j'avais au fait 8 secteurs. Ouais. On a pu développer que 3. Vous voyez, vu aussi les temps. C'est un sujet complexe qui vraiment mérite beaucoup de réflexion. Mais vu le temps, la technique, tout ça, on nous met un peu de la pression. Je pense, Samuel, très rapidement pour conclure. Alors, en résumé, en tout cas, 65 ans des discours et peu d'actes, c'est même là le problème. Hein. Dans Marambo Congo, en tout cas, évitons les discours, parce que 65 ans des discours et produire l'OT. Ce qui veut dire que les discours seuls ont montré leurs limites. Parce que bah, discours, il faut et se marier, n'a pas acte. Quand le deux ne se marie pas, il y a un problème. Je crois dans la deuxième phrase de notre hymne national, on dit « Dressons nos fronts longtemps courbés ». Courbés sur des discours politiciens. Parce que là, on ne fait que écouter à tout moment. Mais à la fin, on dit quoi? Longtemps courbés. Et puis à la fin, on dit prenons le plus bel élan. L'élan, c'est l'élan de l'action. Même lorsque, pour des personnes qui font la prospection, on a un script et à la fin, on appelle le CTA, Call to Action. Allons directement à l'action. Parce que là, c'est seulement des discours. Il y a vraiment un problème. Le problème est connu. Nous savons le mot qui ronge le Congo. Ne venons pas, lorsqu'on s'amène dans peut-être dans des plateaux pour dire quelque chose, nous aussi, lorsqu'on retombe dans des théories, dans des discours, on fait la même chose. Tu vois, peut éviter nos discours. Il est temps de passer à l'action, à mener des actes qui vont faire avancer les pays. Parce que discours, théorie, des professeurs d'université, le Congo a des gens intelligents. Il faut tous voir ces choses-là ou des discours et le mettre en action. C'est ça en tout cas. Et loko oyo et ça là que Congo est avancé parce que les baloba théoriciens ça théorie. Là maintenant on a besoin des gens qui peuvent pratiquer, des gens qui peuvent aller directement à l'action. Pas on vient là, on commence à dire non ici, on devait faire ceci, on commence à parler des gens, ce sont de mêmes personnes que nous. Mais nous, maintenant là, la jeunesse doit prendre conscience qu'il n'est plus temps de développer des théories, il n'est plus temps de continuer sur l'élan des discours, mais prenons le plus bel élan pour faire avancer les choses. Et faire avancer les choses, c'est directement dans l'action. Tu as vu déjà que 1 plus 1 égale 2, pratiquer. Il n'y a plus que non, voilà, l'autre. Non, on pleurniche trop. Et le fait de pleurnicher, c'est même le fait de venir avec des discours. Donc, il est temps de passer à l'action. Donc, Marambo Congo, ça demande une minute 65 ans. Donc, ça montre que les discours sans les actions ont montré leurs limites. Donc, c'est un peu ça. Très bien. Je suis très heureux de partager ces moments avec vous. Merci d'abord d'avoir accepté notre invitation, vu le temps. Le temps a fait défaut et il y a plusieurs sujets à affiner, à entrer un peu, mais je pense que je pourrais vous réinviter. On va essayer de planifier. Merci Crescent, merci Dieu, merci David, merci Samuel, merci. Alors, les amis qui sont en train de suivre, nous avons tous suivi. Prêtez votre oreille. Écoutez l'échange avec beaucoup d'attention. 65 ans de discours et peu d'actes. Très rapidement, je vais remercier nos sponsors qui nous ont aidés à avoir cette édition spéciale. Là, je vois Chaldi TV, je vois Zoé Record, je vois Guy Stevens. Je salue Francis Poutine qui est venu nous rendre visite. Et aussi les amis, c'est avec regret que je nous annonce les décès d'une téléspectatrice, l'une des personnes qui a soutenu aussi Parlons-en Jeunes, Anifa Sitono, décédée le 7 juillet à Kinshasa. Mes condoléances à toute la famille, à toute l'équipe, à tous les amis. Nous sommes de cœur avec vous. Maintenant, une question pour finir. Nous avons tous suivi, mais est-ce que pensez-vous qu'aujourd'hui, le Congo peut compter sur la diaspora? À très bientôt pour le même travail et le même plaisir. Bye bye.